Le rivage actuel, ou trait de côte, est très différent de celui que connaissaient nos ancêtres il y a 2, 3 ou 4 000 ans. Au début de notre ère, le niveau marin était inférieur de 2 à 3 mètres du niveau actuel et les températures étaient globalement plus élevées. Cette phase climatique est généralement connue sous l'appellation d'optimum climatique romain. Durant cette période, à l'époque gallo-romaine, un port naturel aujourd'hui disparu permettait à Jars de maintenir d'importants échanges commerciaux avec d'autres régions du bassin méditerranéen. Cette activité maritime contribua à la prospérité de la région et favorisa l'implantation d'une vaste villa gallo-romaine. Cette riche exploitation comprenait une partie résidentielle, la pars urbana, ainsi qu'un important domaine dédié aux activités agricoles et à l'exploitation des marais salants, la pars rustica. La découverte sur le site archéologique de Jars de nombreuses céramiques et amphores d'origine étrangère révèle l'existence de liens commerciaux étroits avec le sud de la Gaule, l'Espagne et l'Afrique du Nord. L'ampleur de ces échanges laisse supposer l'existence de ce port naturel capable d'accueillir des navires de fort tonnage, bien différents du modeste port accessible par l'estuaire du Perret, autrefois appelé port Gravier. La présence de ce port semble étroitement liée à celle du promontoire des Pictons, qui était une avancée littorale qui bordait le golfe du Poitou et contribuait à former une vaste zone maritime abritée. L'examen des fonds marins et l'étude des cartes historiques mentionnant les anciens récifs issus de ce promontoire permettent d'identifier la localisation géographique de ce relief, aujourd'hui disparu. La recherche de cette terre allait s'apparenter à une véritable enquête, croisant indices géologiques et sources cartographiques. À Longeville, un observateur placé sur la côte peut, lors des grandes marées et à marée basse, distinguer à l'horizon une longue ligne de vagues déferlantes. Celle-ci révèle la présence de récifs qui marquent l'emplacement de l'ancien promontoire. Son parcours débute sur la côte entre Jars et Saint-Vincent et se poursuit en direction de la Tranche. Ce déferlement de vagues à l'horizon est régulièrement visible tout au long de l'année. Il y a 2000 ans, les navires gallo-romains naviguaient dans les eaux abritées et calmes de cette baie, protégée par cet immense promontoire, avant de gagner les zones de mouillage situées à proximité de Saint-Vincent et de Jars. L'analyse des fonds marins met en évidence les zones qui, dans le passé, se situaient au-dessus du niveau de la mer, à une période où celui-ci était plus bas qu'aujourd'hui. La présence de plusieurs récifs, les Ilates, les Vendeurs, la Marche, la pointe du Groin et l'Onis, sont connus depuis toujours et étaient hors de l'eau sur les anciennes cartes. Au XVIIIe siècle, les cartes dressées par Claude Masse faisaient déjà mention de ces récifs, autrefois bien visibles, émergeant au-dessus de la surface de l'eau. Plusieurs formations rocheuses caractéristiques se détachent. Les rochers des Ilates, le rocher des Vendeurs, celui de la Marche, le rocher du Groin du Cou et enfin le rocher de l'Onis. L'alignement régulier des récifs et rochers, les Ilates, les Vendeurs, la pointe du Groin et l'Onis témoigne de l'existence d'une ancienne terre aujourd'hui submergée. L'étude du relief sous-marin met en évidence une bande étendue de terrain dessinant la forme d'une presqu'île qui débute entre Jars et Saint-Vincent-sur-Jars et se termine à environ 4 km à l'est de la Tranche-sur-Mer. Le golfe des Pictons était découvert et s'étirait de nord-ouest en sud-est. Il se dressait autrefois devant le littoral de Longeville. Les îles du golfe étaient nombreuses, comprenant
La Tranche, Grue, Saint-Michel-en-Lerme, Trièze, Charon, Puyraveau, Maillezais. Au nord, les villages bordant la côte comprenaient Longeville, Angles, Mauric, Saint-Benoît, Saint-Denis-du-Perret, Chanay, Luçon, Nalier, Benoît, Fontenay-le-Comte. Le littoral d'autrefois ne ressemblait en rien à celui que nous connaissons aujourd'hui. Partons à la découverte de son étonnante transformation au fil du temps. Autrefois, un vaste golfe, connu sous le nom de golfe des Pictons ou golfe du Poitou, s'enfonçait profondément jusqu'à Niort, qui demeura un port maritime jusqu'au XVIIIe siècle. De forme triangulaire, sa profondeur était d'environ de 60 km et sa façade atlantique de 35. Le promontoire des Pictons a joué un rôle crucial dans la transformation du paysage. Sous l'action des tempêtes, de la montée des eaux et de l'érosion, il s'est progressivement désagrégé, libérant des sédiments qui se sont accumulés pour former un cordon dunaire, reliant peu à peu Longeville à l'île de la Tranche. Partiellement obstrué, le golfe des Pictons allait ensuite être comblé par les dépôts des alluvions apportés par les cours d'eau, qui ont progressivement élevé son fond. Par la suite, l'intervention humaine à travers la création de canaux de drainage et la construction de digues a accéléré son assèchement. Les textes antiques évoquent ce golfe sans permettre de le localiser précisément. Les historiens le situent dans le golfe du Poitou, mais une erreur de traduction en a durablement modifié l'interprétation. L'existence de ce golfe est évoquée par plusieurs géographes grecs. Voyageur du 1er siècle avant notre ère, Artémidore d'Éphèse cherche à comprendre les peuples et les territoires qu'il découvre. Au cours de ses enquêtes, il décrit l'existence d'un port sur la côte atlantique qu'il nomme Port des Deux Corbeaux. Selon les témoignages qu'il rapporte, il intègre à son œuvre géographique l'existence de ce port. Si Artémidore ne nomme jamais le golfe du Poitou, plusieurs historiens ont vu dans l'ancien golfe des Pictons le décor probable du légendaire port des Deux Corbeaux décrit par le géographe grec. Près d'un siècle plus tard, le géographe grec Strabon reprend à son tour le récit d'Artémidore et le consigne dans sa monumentale Géographie, vaste encyclopédie du monde connue à l'époque romaine. Moi, Strabon, géographe et historien grec, j'ai réuni en une seule œuvre la description du monde de mon temps, non pour inventer des merveilles, mais pour instruire dirigeants, voyageurs et esprits curieux. Je m'appuie sur l'expérience de mes propres voyages, mais surtout sur les écrits des grands observateurs avant moi, comme Artémidore pour décrire la côte atlantique de la Gaule. Mais une erreur de traduction a fait apparaître sur le golfe que j'ai décrit la mention « lac des Deux Corbeaux », ce qui déforme le sens exact. Je n'ai jamais écrit lac, mais port, le port des Deux Corbeaux. L'erreur classique de cette traduction du grec au latin vient de la proximité graphique et phonétique entre le grec limen, qui veut dire port, et l'hymne qui désigne un lac. Ainsi, si Artémidore décrivait un port situé dans ce vaste golfe, celui-ci ne pouvait se trouver qu'au pays jardais. Le port des Deux Corbeaux est donc probablement le port de Jard. Le port des Deux Corbeaux. Les futurs ouvrages sur le territoire citeront le Chenot de Jard, le Havre de Jard et la Goule de Jard. 3 appellations qui désignent toute l'embouchure d'un chenal maritime conduisant à un port naturel ou à un mouillage. Mais pour quelle raison évoquer le corbeau ? Chez les Vikings, le corbeau était un guide précieux en mer. Ils emmenaient parfois l'oiseau à bord et le relâchaient pour chercher la terre. Si le corbeau revenait, c'est qu'aucune côte n'était proche. S'il poursuivait sa route, les marins savaient qu'une terre se trouvait dans cette direction. Ainsi, 2 corbeaux dans un port peut symboliser la découverte, la protection et un bon présage pour les navigateurs. Ainsi, l'appellation de lac des Deux Corbeaux ne reflétait pas la réalité du site telle que les géographes souhaitaient la décrire. L'erreur de traduction s'est produite au XVIIe siècle par Guillaume Xilander, qui a traduit le mot désignant un port par un lac.
une méprise reprise plus tard par un érudit local. Cette confusion a alimenté le mythe du lac des deux corbeaux, largement diffusé dans la littérature jusqu'à aujourd'hui. Pourtant, le texte antique mentionnait bien un site portuaire et non un lac. Mais si le golfe des Pictons correspond bien à la zone géographique décrite par Artémidore et Strabon dans leurs écrits, le port le plus probable serait celui de Jars, apportant ainsi des éléments essentiels à la compréhension de l'histoire du village. Rappelons qu'un commerce maritime étendu sur plusieurs siècles avec la Méditerranée et l'Afrique est attesté par la découverte de grandes amphores lourdes venues du sud de l'Espagne et d'Afrique, exhumées lors des fouilles archéologiques de la grande villa gallo-romaine de Jars. Les rochers des Ilates sont les derniers témoins de l'existence de ce promontoire. Au fond de l'anse subsistera également une échancrure encore visible sur la carte de Cassini, le port de Conchette. À l'époque gallo-romaine, la côte calcaire du promontoire était progressivement entaillée par l'érosion sur toute sa longueur et une ouverture s'était formée dans la zone proche de Béléba. Cette configuration offrait aux navires la possibilité de pénétrer dans une zone naturellement protégée par ce bras de terre. Les bateaux marchands pouvaient ainsi y trouver un abri, stationner dans ce port naturel et procéder au débarquement de leurs marchandises. Parmi les vestiges témoignant de ces échanges commerciaux, les grandes amphores espagnoles de type Dressel 20 occupent une place importante. Elles provenaient notamment des provinces de Bétique et de la région de la Laiétanie et servaient principalement au transport de l'huile d'olive. À partir du VIe siècle, avec la fin progressive de l'Empire romain, les circuits commerciaux évoluèrent et l'huile d'olive fut alors acheminée depuis l'Afrique du Nord, notamment dans de grandes amphores, de type Kyé 62A. Les amphores Dressel 20 sont le témoin d'un immense commerce qui a nourri l'Empire romain pendant des siècles. Produite principalement en province de Bétique, l'actuelle Andalousie, l'amphore Dressel 20 est devenu le symbole du commerce de l'huile d'olive romaine. Fabriquée en grande quantité entre le 1er et le 3e siècle après Jésus-Christ, elle parcourait des milliers de kilomètres par mer et par fleuve pour approvisionner tout l'Empire. Une fois remplie, son poids atteignait généralement 80 kg à 100 kg, avec environ 70 litres d'huile d'olive à l'intérieur. Avec près de 80 à 100 kg d'huile d'olive pleine, la Dressel 20 imposait une logistique adaptée. Un mulet pouvait transporter une amphore, une charrette, 1 à 2 dizaines, tandis que les navires de commerce pouvaient en embarquer plusieurs centaines, voire plus d'un millier. La présence de plusieurs de ces amphores sur un site témoigne donc d'une organisation logistique maritime importante. Dans les cuisines romaines, l'huile d'olive était essentielle, utilisée pour cuisiner, assaisonner, conserver les aliments et préparer les sauces. Elle servait aussi aux soins du corps, au massage, au sport et aux rites religieux. Mais cette huile n'était pas seulement un aliment. Elle éclairait les maisons des riches villas et était le signe d'un rang social important. L'huile d'olive était choisie pour les lampes car elle brûlait bien, produisait une lumière régulière et dégageait moins de fumée et de carbone que d'autres combustibles. Son utilisation dans une villa pouvait aussi montrer le statut social du propriétaire, car employer une huile de qualité pour l'éclairage témoignait d'une certaine richesse et d'un mode de vie confortable. Mais comment peut-on identifier les amphores, savoir où elles ont été fabriquées et déterminer ce qu'elles transportaient? L'analyse des fragments, formes, types de pâte et caractéristiques typologiques a permis d'en déterminer l'origine. L'étude récente des amphores, grâce à l'amphorologie, a notamment permis de les classer selon la typologie de Dressel, révélant une grande diversité de provenances, depuis les ateliers régionaux
jusqu'aux productions africaines. Ainsi, de nombreuses poteries importées viennent du sud, de l'ouest, du centre ou de l'est de la Gaule, notamment des ateliers de Montan, de la Grofesanque, de Lezoux ou encore de la vallée du Rhône. Hors de la Gaule, plusieurs exemplaires proviennent des provinces de Bétique et de Léhétanie, en particulier des zones viticoles autour de Tarragone. Plus loin encore, une amphore africaine de type Kiei 62A, fabriquée en Afrique du Nord dans l'actuelle Tunisie, témoigne de ces échanges à longue distance. Les amphores de type Kiei 62A étaient fabriquées en Afrique du Nord, plus précisément dans la région aujourd'hui tunisienne. Présentant une lèvre débordante et un col étroit, ce type d'amphore est généralement interprété comme un conteneur destiné au transport d'huile ou de garum. L'ensemble de ces provenances illustre l'intensité des échanges économiques, rendus possibles par l'existence d'un port à Jars et d'une route privilégiée reliant l'Afrique au marché de Gaule. En remontant vers le nord, au niveau de l'estuaire du Perret, aussi appelé le Havre du Perret, puis en suivant le chenal sud, les navires de faible tonnage pouvaient accéder au marais salant de Jars et atteindre la zone d'un petit port. À cet endroit, le sel produit dans les marais salants pouvait être chargé sur des barques et de petits bateaux afin d'être transporté. Cette ria est une ancienne vallée fluviale envahie par la mer lors de la remontée du niveau marin, donnant naissance à un estuaire étroit, profond et encaissé, où la mer s'enfonce dans les terres en suivant le tracé de l'ancien cours d'eau. Au fond de cette ria, les chenaux alimentés par le flux et le reflux de la marée irriguaient de nombreux marais salants autour de Jars et de la zone de Talmont, près de 1000 ans avant la construction du château sur un éperon rocheux. Les marais salants des pays jardais et talmondais trouvent leur origine à l'époque romaine. Les Romains maîtrisaient depuis longtemps la technique de production du sel par évaporation de l'eau de mer dans des bassins aménagés. Le sel fit la fortune de la villa gallo-romaine, essentielle pour conserver les aliments, assaisonner les plats et fabriquer le garum, une sauce romaine prisée à base de poissons fermentés dans le sel et exposés au soleil. Il servit même de monnaie d'échange, comme en témoigne son importance étymologique, puisque le mot « salaire » provient du latin « sal », qui signifie « sel ». Une fois chargés de sel ou de céréales, les bateaux pouvaient rejoindre le port protégé par le reste du promontoire et retrouver les grands navires hauturiers restés au mouillage. Depuis le port, les navires échangeaient alors des marchandises et repartaient chargés de fret, notamment de céréales ou de sel. Bien sûr, le commerce ne se faisait pas uniquement par voie maritime, mais aussi en empruntant le célèbre chemin des Sauniers, qui partait de Jars à Limonium, c'est-à-dire Poitiers. La villa gallo-romaine de Jars allait prospérer du 1er au 4e siècle de notre ère. Puis, durant le Haut Moyen Âge, le site poursuit ses échanges avec l'étranger, comme en témoigne la présence d'amphores africaines, avant de se réorganiser progressivement pour donner naissance au bourg de Jars-sur-Mer. Au fil du temps, Jars connaîtra encore d'autres périodes de prospérité, mais aussi des heures plus sombres, façonnées par les bouleversements de l'histoire. Car chaque vestige raconte une époque, et chaque époque n'est qu'un chapitre d'une histoire qui continue de s'écrire.